Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Le thème du live d'aujourd'hui sera les soins énergétiques. Voilà, je vais vous faire comme d'habitude une petite présentation sur ce que sont les soins énergétiques. Voilà, je vais effleurer le sujet, puis après je répondrai aux questions. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions en direct sur YouTube et vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube, sur notre site et un podcast. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais commencer. Je vais vous expliquer ce que sont pour moi les soins énergétiques et en quoi ça consiste. Alors, c'est ma petite présentation. Alors, la théorie sur les soins énergétiques, c'est que l'être humain est composé d'un corps physique et d'un certain nombre de corps subtils. Tout d'abord, le corps énergétique, aussi appelé corps éthérique. Ensuite, le corps donc qui est en superposition sur le corps physique, qui dépasse un petit peu. Par-dessus cela, on a le corps émotionnel, aussi appelé corps astral. Ensuite, on a le corps mental, etc. etc. Alors, je vais vous parler en particulier des quatre premiers, parce qu'en général, c'est sur ces quatre premiers-là que les thérapeutes agissent. Voilà. Alors, il faut savoir que ces corps interagissent les uns avec les autres, notamment au niveau des couches successives. Par exemple, si on a un problème mental, quelque chose qui tourne en boucle, ça va agir donc sur notre corps mental, qui lui-même va agir sur nos émotions, sur notre corps émotionnel. Cela va avoir des répercussions sur notre énergie, donc sur notre corps énergétique, et finalement, ça va se répercuter sur le corps physique. Voilà. Donc, on peut voir que ces corps-là interagissent les uns avec les autres. Ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. C'est par exemple une personne qui aura un problème de foie, par une alimentation, une hygiène de vie qui n'est pas saine, aura tendance à, du coup, avoir des problèmes énergétiques qui vont avoir une répercussion sur ses émotions, qui seront, du coup, de se mettre en colère beaucoup plus facilement. Je vais vous donner un exemple un peu plus précis de ces répercussions, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Alors l'exemple que je donne en général, c'est quand une personne est stressée, voilà, ça va avoir un effet sur son chakra du plexus solaire, voilà, qui régit le stress, et ce chakra se situe un peu au niveau au-dessous du corps, à côté de l'estomac. Et donc, vu que c'est à côté de l'estomac, ça va avoir une répercussion. Donc, ce chakra va avoir tendance à se refermer. Ça va avoir une répercussion sur son estomac. Donc, la personne va avoir mal à l'estomac. Et même au niveau de la dorsale D9 qui est derrière, au niveau du chakra, cette personne-là va avoir mal au dos. Donc, c'est pour ça que souvent, les personnes qui sont stressées ont soit mal au ventre, soit mal au dos, soit les deux. Donc c'est là on peut voir qu'un problème émotionnel entraîne un problème énergétique qui entraîne à son tour un problème physique. Voilà. Donc voilà sur le principe de base, sur comment ça fonctionne les problèmes énergétiques, enfin certains problèmes énergétiques. Et après on va voir comment il y a certaines réponses qui peuvent être apportées. Alors je vais maintenant vous parler de certaines notions techniques en énergétique. Donc la première, ce sont les méridiens. Les méridiens, ce sont un petit peu les autoroutes de circulation de l'énergie dans le corps. Voilà, on les traite en médecine chinoise. C'est le long de ces 12 méridiens. Alors il y a 12 méridiens et 8 vaisseaux extraordinaires. C'est le long de ces autoroutes de circulation de l'énergie que l'on se trouve les points d'acupuncture, là où on plante les aiguilles en acupuncture. Donc, ils servent à alimenter donc, les organes, comme le méridien du foie, le méridien du cœur, ainsi que certaines autres choses. Il y a aussi, en plus des 12 méridiens, les 8 vaisseaux extraordinaires. Donc, deux particuliers qui sont le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception, qui se trouvent à l'avant et à l'arrière du corps, au centre symétrique, dont le rôle est d'alimenter les autres méridiens.
Voilà, vous allez voir un peu plus tard pourquoi je vous dis cela. Alors, autre principe de base, les chakras. Alors ça, c'est plus de la médecine japonaise, indo-japonaise. Alors, il y a 7 chakras principaux, donc le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc, suivant ce principe-là, ces 7 chakras sont chacun liés à des aspects émotionnels, mentaux et spirituels. Comme par exemple, le chakra racine, c'est la peur, les peurs, le chakra sacré, c'est les émotions et la sexualité. Ensuite, voilà. Et ces chakras, on dit de ces chakras qu'ils alimentent les corps subtils en énergie. Et comme vous pouvez le voir, ils sont situés sur le centre, enfin, au centre du corps symétriquement, à l'endroit où justement passent le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur qu'on a vu tout à l'heure. Alors voilà, donc là je vous ai mis la liste des chakras. Voilà, donc chakra racine, la sécurité physique et la survie. Donc ce qui se passe, c'est que quand on a une émotion perturbante, ça va dérégler un chakra et ça va maintenir cette émotion. Donc c'est pour ça que le fait de pouvoir régler et nettoyer un chakra fait qu'on retrouve une certaine sérénité, voilà, qui dure le temps que l'on ressent d'autres choses négatives. Mais voilà, c'est le réglage des chakras est vraiment la première étape de base qu'on a tendance à faire quand on fait des soins énergétiques. C'est présent dans la plupart des types de thérapies. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres types de thérapies. Donc on va commencer par les thérapies issues de la médecine chinoise. Donc tout d'abord, il y a l'acupuncture, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça consiste à planter des aiguilles dans les points spécifiques du corps, qui sont le long des méridiens, afin d'améliorer la circulation d'énergie pour voilà, faire des systèmes de vases communicants, enlever des blocages et des tas d'autres choses. Voilà, l'acupuncture et l'énergétique chinoise est vraiment la thérapie qui est la plus avancée en matière de soins énergétiques. Voilà, ils ont commencé il y a des milliers d'années. C'est vraiment, en termes d'efficacité, ce qui est le plus élevé. Alors, il y a d'autres soins comme l'amoxibustion, les ventouses, qui sont aussi utilisés en médecine chinoise. Alors, l'amoxibustion, c'est une sorte de bâtonnet que l'on enflamme, enfin, qui chauffe, qui permet de chauffer le point au lieu de planter des aiguilles, très utilisé sur les nourrissons, avec la spécificité que la cendre qui tombe est instantanément froide, ce qui permet d'éviter de brûler les nouveau-nés. Voilà, les ventouses, vous connaissez, c'est des choses que l'on chauffe, qu'on met dans le dos. Voilà. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Nous avons aussi le Qigong, pardon, qui s'écrit Qigong, qui est une sorte de gymnastique, qui prend des exercices physiques, respiratoires et de méditation, un petit peu des marches aussi, qui permet de renforcer, équilibrer l'énergie vitale dans le corps, voilà, d'améliorer la circulation et de faire sauter un certain nombre de blocages. Alors ensuite, nous avons le Reiki. Alors le Reiki, c'est tout autre chose. Le Reiki, ça nécessite une initiation et ça permet aux thérapeutes de pouvoir canaliser une énergie. Voilà, c'est une énergie, on va dire, programmée pour soigner, avec une certaine intelligence, cette énergie, ce qui permet que le thérapeute transmette cette énergie et automatiquement, elle va aller à l'endroit où le patient en a le plus besoin. Donc c'est du coup beaucoup plus facile à utiliser parce qu'en 3 week-ends, on peut être maître Reiki, hein. Alors espacé parce qu'il y a un certain nombre d'exercices pratiques entre temps, mais voilà, un week-end, on peut commencer à faire des soins Reiki, ce qui n'est pas du tout le cas en médecine chinoise. Voilà, mais les soins seront bons, mais pas aussi efficaces. Alors nous avons aussi, donc ça c'est, dans le Reiki c'est japonais. En Europe, le magnétisme, voilà, on connaît le magnétisme, hein, mettre les mains et utiliser. Alors à la base, on utilisait son énergie vitale pour soigner les gens. Alors maintenant, les magnétiseurs ne font plus ça. Hein. Dans les écoles où on enseigne le magnétisme, notamment chez nous, on leur apprend à ne pas utiliser leur énergie, mais l'énergie environnante et de manipuler l'énergie du patient pour voilà, soulager les douleurs et les tensions sans
se rendre malade. Parce qu'en fait, voilà, les magnétiseurs avaient tendance à se vider de leur énergie, récupérer les mauvaises énergies du patient et s'en rendre malade. Voilà. Donc, mais ça, c'est plus du tout le cas. Voilà. Donc ça, c'est le côté européen. Ensuite, la thérapie énergétique intuitive. Là, on est sur l'intention. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec une intention forte à soigner les gens. Alors, par exemple, des personnes qui utilisent un pendule pour régler les chakras, des personnes qui rien qu'en mettant les mains au-dessus d'un chakra, en émettant l'intention de le régler, arrivent à le régler. Voilà, donc ça demande un petit peu aussi de pratique, mais voilà, sans avoir de dons, voilà, il y a des personnes qui arrivent comme ça à faire les coupeurs de feu aussi, voilà, ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Voilà, je me suis dit, je verrai en fonction des questions, j'aurai largement, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les soins énergétiques que je ne savais pas forcément où aller. Et je me suis dit que, voilà, avec les questions, je pourrais répondre plus amplement à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions, je vous remercie. Alors, je vais commencer. Le receveur doit-il y croire pour que cela fonctionne? Non, absolument pas. Ça, c'est... comment dire ah oui, alors, si par contre, très important, une règle de base en énergétique, on ne soigne pas quelqu'un si on n'a pas son autorisation. Voilà, ça aller contre le libre arbitre, c'est vraiment un interdit à ne pas franchir. Non, il n'y a pas besoin que la personne sache, y croit pour que ça fonctionne. C'est d'autant plus vrai en acupuncture où il y a des personnes qui n'y croient pas et qui se prennent des aiguilles pour libérer les émotions, qui se mettent à pleurer et qui racontent leur vie et après qui vont mieux et sans y croire. Mais bon, après ce sont des choses qui peuvent changer. Qu'est-ce que l'énergie? Ah, je vais peut-être pas détailler ça. J'ai fait un live précédemment sur l'énergie. Je vous invite à le voir en replay, voilà, où j'explique en détail ce qu'est l'énergie. Voilà, bon, pour faire simple, il y a l'énergie qui circule dans le corps, il y a l'énergie environnante, il y a l'énergie du thérapeute. Et voilà, le thérapeute sait manipuler l'énergie et il peut du coup faire en sorte de refaire circuler, de rééquilibrer, de nettoyer l'énergie de quelqu'un. Qui peut recevoir un soin? Tout le monde, je pense. Sur les jeunes enfants, c'est un petit peu compliqué parce qu'énergétiquement, ils ne sont pas formés, mais soins énergétiques, oui, personne âgée, je vois pas ce que... Voilà, si vous avez une précision sur la question, je veux bien répondre. Existe-t-il des soins énergétiques pour les animaux? Alors, il y a beaucoup de personnes, notamment les personnes qui pratiquent le Reiki, qui commencent à s'entraîner sur les animaux. Voilà, notamment dans les refuges, tout ça. Et ils sont très réceptifs à ce genre de soins. Au Reiki. Il y a même, je crois, certains cours sur les... J'ai déjà vu des planches d'anatomie de chats sur en médecine traditionnelle chinoise. Donc oui, il y a des soins pour les animaux, ça existe. Oui. Alors, les soins... Ah, bonne question. Les soins à distance sont-ils aussi efficaces? Ça dépend pourquoi. En fait, il faut savoir qu'effectivement, en Reiki, on apprend à faire des soins à distance. Il y a même des magnétiseurs qui pratiquent. On a tous entendu parler des coupeurs de feu qui coupent le feu après les rayons, la radiothérapie pour les personnes qui ont le cancer, et qui le font par téléphone à distance. Et les gens sont surpris parce que ça marche très bien. Alors oui, on peut faire des soins à distance. Par contre, comment dire, ils vont être moins efficaces. Et en fait, c'est parce qu'il y a une sorte de lien énergétique qui se crée entre le praticien et le consultant. Et c'est à travers ce lien que va passer l'énergie de soin. Mais ce lien, il a un diamètre, il a un débit. Et donc, voilà, sur certains trucs, thérapie un peu choc, on va dire, c'est pas possible de les faire à distance. Voilà. Un soin pour aider la personne, la recharger, lui donner du bien-être, oui. Des trucs un peu plus forts. Alors, il est possible de régler les chakras à distance aussi, ça c'est possible sans problème. Mais voilà, il y a certains petits trucs un peu costauds pour lesquels il faut être... Dans tous les cas, le soin sera plus efficace en présentiel, mais il est possible de faire certaines choses à distance. Le magnétisme, j'en ai parlé. Est-ce que tout le monde peut être formé? Oui.
Oui, oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis repris quand j'ai parlé de dons pour les magnétiseurs. Alors, on parlera plus de facilité que de dons. Il y a des personnes qui arrivent plus facilement que d'autres. Disons qu'il y a des personnes avec des missions de vie de guérisseurs qui arriveront plus facilement que des personnes qui ont des missions de vie d'enseignants. Mais c'est pas le sujet. Personnellement, j'ai déjà fait des stages. J'ai déjà organisé des stages de clair ressenti. J'ai toujours eu tout le monde qui a réussi à sentir l'énergie. J'ai déjà fait des stages comment dire, de soins énergétiques, tout simplement, avec des personnes complètement débutantes qui se disaient avant d'arriver, est-ce que quand je vais, et si je ne sens pas l'énergie, comment ça se passe? Tout s'est très bien passé, voilà. Donc oui, tout le monde peut pratiquer les soins énergétiques. C'est pour ça justement que le Reiki plaît autant. C'est parce que le Reiki, c'est facile et c'est accessible pour tout le monde. Et rapidement, les gens qui ont envie de faire des soins, qui ont ça en eux, qui veulent aider leurs prochains, ben, assez facilement, en un week-end de formation, ils peuvent commencer déjà à faire certaines choses. Voilà. C'est pas aussi poussé que la médecine chinoise où il faut 5 années, entre 5 années et 7 années d'études, mais on peut se former au Reiki et rapidement commencer à faire du bien aux gens. Comment savoir lorsque l'on a besoin d'un soin énergétique? Ah ben déjà, si vous en avez jamais, si vous en avez jamais eu, ou si ça fait longtemps que vous en avez jamais eu, pardon, excusez-moi, si vous n'en avez jamais eu, ou si ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu un praticien, il y a de fortes chances que vous en ayez besoin, parce que, comment dire, au niveau de notre environnement, à part si vous êtes un grand yogi, dans notre environnement, forcément, on est notre énergie perturbée. Voilà, il suffit d'aller dans des lieux pas terribles, de croiser des gens voilà, qui nous pompent notre énergie ou qui nous en veulent. Enfin, voilà, notre énergie interagit avec notre environnement et aussi nos émotions agissent sur notre énergie. Donc, à part si vous avez une vie super zen et super tranquille, de temps en temps, vous aurez... Alors, par contre, je suis en train de calculer la question, c'était peut-être ça. C'est peut-être comment savoir si on a besoin d'un soin énergétique. Ben, si vous n'êtes pas bien, tout simplement, voilà. Si vous sentez cool, il n'y a pas de raison que vous fassiez un soin énergétique. Mais si... Alors, il faut savoir que, comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, il y a un certain nombre de couches de corps spirituel, de corps subtil plutôt. La répercussion n'est pas instantanée. Je m'explique. Quand on a un problème sur notre corps émotionnel, un kyste émotionnel, par exemple, c'est l'énergie qui s'est densifiée dans notre corps émotionnel, c'est quelque chose qu'on traite aussi, quelque chose qu'on peut enlever. La répercussion sur le corps énergétique, le corps éthérique, ne se fait pas de suite. Et de même que la répercussion sur le corps physique ne se fait pas de suite. Ce n'est pas instantané. C'est-à-dire que si on fait un soin sur le corps énergétique, la répercussion sur le corps physique sera plus rapide que si on fait un soin sur le corps émotionnel, qui va devoir passer par le corps énergétique, puis sur le corps physique. Voilà. Il y a des temps de latence comme ça. Ok. Existe-t-il différents types de soins? Oui, alors j'en ai parlé, mais il y a même différents types de Reiki. Il y a voilà, la médecine traditionnelle chinoise, mais même dans les Reiki, il y en a des plus ou moins complexes. Voilà. Un seul soin peut-il être suffisant? En général, non. En général, non. C'est rare. Enfin, pour ce qui est de la libération émotionnelle, un seul soin peut être suffisant pour régler le problème d'une émotion. Voilà, ça dépend d'où on part, ça dépend comment on est réceptif aux soins, mais on a forcément plusieurs émotions qui nous perturbent. Voilà. Alors, un seul soin peut être suffisant si on s'y prend suffisamment tôt. En fait, voilà. Quand on a un problème, on va voir de suite le thérapeute, ça va vite être réglé, un soin peut suffire. Si on laisse les choses s'installer, ben forcément, il risque de falloir retourner voir le thérapeute. D'ailleurs, c'est un gros problème qu'ont les gens dans l'énergétique. C'est que souvent, le consultant, pardon, il repart, il va mieux. Donc, il se dit, c'est bon, parce que bon, vu que les praticiens énergétiques ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, et ben, s'ils doivent revenir, ils doivent repayer. Et malgré le fait qu'on leur dit il faudra revenir
ça ne suffira pas. Eh ben, si ça va un peu mieux, ben, ils ne reviennent pas. Du coup, ça revient. Et du coup, on repart de zéro. Voilà, ça c'est un problème assez récurrent en soins énergétiques. Alors, autre question. Euh, Je vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des problèmes de son. Moi, j'ai une bonne modulation. Après, oui, c'est revenu. D'accord. Bon, vous aurez le replayer. Ceux qui avaient des problèmes de son, il n'y a pas de souci. Euh, Comment faire un soin efficace? Alors, quels sont les éléments qui font qu'un soin peut être plus ou moins efficace? La préparation. Un soin, ça se prépare. Alors, moi, par exemple, avant un soin, déjà, il y a l'ancrage. L'ancrage, voilà, c'est le fait de se relier à la terre et au ciel. Ça permet que la circulation circule mieux dans le thérapeute. Voilà. L'ancrage, comment dire? Il y a différentes façons de pouvoir recevoir de l'énergie pour le thérapeute. Voilà, notamment, voilà, on peut demander de l'énergie. Bon, la mise en place de protection, ça rendra pas le soin plus efficace. Ça, ça fera en sorte que le praticien ne s'attrape pas les mauvaises énergies du patient. Donc, je réfléchis comment faire pour un soin soit efficace. Bon, déjà, il faut être en bonne forme, il faut être émotionnellement bien, et puis il faut être concentré. En fait, c'est la concentration fait tout. Plus on va être concentré, plus le soin va être efficace. Voilà. Je réfléchis. Ouais, c'est surtout ça. Alors, faut-il être en bonne forme pour pratiquer les soins? Alors, oui, oui. Alors, si on est fatigué, on sera moins concentré, le soin sera moins efficace. Et puis surtout, quand on est fatigué, l'aura du thérapeute est moins dense. Et du coup, il sera plus susceptible, il sera plus sensible aux mauvaises énergies. Donc voilà, c'est déconseillé de pratiquer les soins énergétiques malades. Alors, on ne va pas transmettre les mauvaises énergies de la maladie au patient, en soins énergétiques. Ça, non. Par contre, si le thérapeute n'est pas propre, s'il n'est pas bien nettoyé, je ne parle pas de maladie. Je parle éventuellement. Imaginez tout simplement un thérapeute qui ne s'est pas bien préparé à son soin, il fait un soin à un patient, il récupère une mauvaise énergie, et il passe sur un autre patient après, il peut lui redonner tout ou partie de ses mauvaises énergies. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses à faire. Ah ben, je viens de répondre à la question d'après. Quels soins pratiquer à quelqu'un qui souffre d'arthrose? Hein. Alors, l'arthrose, il faut diminuer le feu. Bon, comment dire? Il y a certains Reiki. Alors, c'est possible un Reiki de la lumière. Voilà, c'est un Reiki qu'on. Je ne devrais pas le dire sur Internet, ça. Bon, il y a certains soins qui sont possibles au maître de certains Reiki. Voilà. L'arthrose, notamment, il y a moyen de la soulager, voire peut-être un peu plus, mais je ne le dis pas trop fort. Alors, est-ce que se former en autodidacte est suffisant ou faut-il se former par un professionnel? Si oui, comment savoir vers qui se tourner? Alors oui, je parlais des magnétiseurs tout à l'heure. Moi, j'étais autodidacte au début, puis après j'ai suivi des formations. Et voilà, j'ai eu beaucoup de discussions au niveau de mes collègues. Oui, c'est être un peu autodidacte, mais se former avec des collègues qui ont beaucoup d'expérience, c'est pas vraiment être autodidacte. Mais notamment, il y a certaines choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas deviner. Par exemple, le fait de couper les liens avec le patient après le soin. Sinon, le patient peut pomper notre énergie à travers ce lien. C'est tout bête. Ça m'est arrivé de croiser des thérapeutes qui ne coupaient jamais les liens et qui, au bout de plusieurs années de pratique, étaient complètement épuisés. Et que voilà, là, on leur faisait couper les liens et hop, d'un coup, ça allait mieux. Donc, il y a la capacité comme je disais, le fait de ne pas utiliser sa propre énergie pour
soigner le patient, c'est ce qui nous vient naturellement, et pourtant il ne faut pas le faire parce que c'est dangereux pour soi. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il y a des techniques. Alors, on peut apprendre des choses sur Internet et commencer à se lancer doucement, mais si on enchaîne un petit peu, il vaut mieux suivre des formations. Il y a différents types de formations. Je ne vous dis pas qu'il faut suivre les 5 années de médecine chinoise pour commencer à être thérapeute. Je veux dire, vous pouvez commencer par un petit peu de FT. Le FT, c'est 2 jours de formation. Vous pouvez faire le Reiki. Voilà, alors faites bien attention au type de Reiki que vous choisissez, parce que un jour, j'ai fait un petit sondage. J'organisais un stage, il y avait plusieurs praticiens Reiki. Et je leur ai demandé quels sont ceux parmi vous, ils venaient d'écoles Reiki différentes, qui ont appris à se protéger avant de traiter quelqu'un. Il y en avait plus de la moitié qui n'avaient pas la moindre idée de quoi je parlais. Donc c'est pour ça que je vous dis, choisissez bien votre école de Reiki. Je vous conseillerais les enseignants d'énergie du ciel et de la terre, évidemment. Alors, quoi d'autre? Comment être sûr que le soin est efficace et n'a pas d'effet contraire? Ah Alors, si c'est du Reiki, il n'y a pas de risque. Si c'est de... Alors, comment dire? C'est très simple. Il y a des... Ah, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant. Attendez, je regarde un petit peu les autres questions. Voilà, ça, je pense que ça va être la dernière question. Ouais, ce sera la dernière question. Alors, toutes les thérapies énergétiques ne se valent pas. Alors, le Reiki traditionnel, c'est efficace, c'est automatique. Voilà, c'est-à-dire que on reçoit l'énergie Reiki, on la transmet, on a notre petit protocole, on fait, ça va aller à l'endroit où le patient en a besoin, ça va lui régler les chakras, lui boucher des trous, lui nettoyer des choses. Voilà. Mais ça, c'est limite. Ensuite, on a la médecine chinoise où là, on plante des aiguilles. Là, c'est de la mécanique. C'est-à-dire que si on capte, on prend des mesures, on fait un diagnostic et on fait les mesures qui correspondent. Mais du coup, vu qu'il y a diagnostic, il y a possiblement erreur. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Par exemple, les 5 éléments. En médecine traditionnelle chinoise, les énergies qui circulent dans le corps sont de 5 types. Feu, bois, métal, terre et eau. Voilà. Et quand on mesure, quand on regarde les symptômes et qu'on fait l'anamnèse, quand on interroge le patient, on peut avoir l'impression parfois que le patient manque d'énergie eau. Et alors qu'en fait, il a un excès d'énergie feu. Les symptômes sont à peu près similaires. Et donc, le traitement ne sera pas du tout le même. On peut, du coup, faire un traitement qui aggravera le problème au lieu de le résoudre. C'est là qui fait tout le talent du praticien. Et et justement, c'est quelque chose qui nous préoccupait au niveau de l'association Énergie du ciel et de la terre. Et on a beaucoup travaillé dans l'équipe parce qu'on a un certain nombre de praticiens issus d'univers de l'énergétique différents. On a des personnes qui font de l'access bar, du Reiki, de l'EFT, du magnétisme, différents types de Reiki, voilà. Et on a essayé de prendre le meilleur de chaque. Et c'est comme ça qu'on a créé le Reiki de la lumière, qui permet, avec la facilité et l'automatisme et l'utilisation de symboles comme ça se fait en Reiki, mais en poussant le truc, en augmentant le nombre de symboles et en initiant une phase de diagnostic, en apprenant aux gens à faire des diagnostics, de pouvoir réaliser des soins de médecine chinoise tout en diminuant énormément le risque lié aux erreurs de diagnostic. Voilà.
Donc voilà, ça fait une demi-heure que nous sommes sur ce live. Je ne vois pas de nouvelles questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Facebook et surtout à vous abonner à la newsletter du site, ce qui vous permettra d'être au courant quand il y a des lives, quand il y a des formations, quand il y a des nouveaux articles. Voilà, et donc vous pourrez retrouver cette émission en podcast, voilà, sur la rediffusion sur YouTube évidemment, et puis sur toutes les plateformes de podcast, enfin, la plupart, Deezer, ce genre de choses. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à la prochaine.